Donc bonjour à tous. Alors la leçon 24, donc transmettre et stocker l'information. Donc cette leçon, ça sera la dernière. Alors en fait, il reste une petite leçon sur la relativité restreinte la semaine prochaine, mais c'est vraiment une introduction. Donc là, je vous ferai regarder des vidéos. Voilà. Donc c'est vraiment la dernière leçon là. Alors, dans cette leçon, donc on lit, donc transmettre et stocker l'information. Donc il y a une petite première partie sur transmettre, c'est un peu une introduction, et stocker l'information, là on insiste beaucoup plus. D'accord? Donc je vais parler de ça d'abord, et ensuite le reste. Alors, donc l'idée c'est de voir comment on peut transmettre rapidement des informations, au XXIe siècle, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques exemples, 5 exemples, et puis ensuite on va voir un petit peu comment on peut regrouper les différents procédés de transmission, comment on peut faire des groupes. Alors, je vais d'abord parler des exemples. Alors, le premier exemple que j'ai pris est le suivant. Donc, ce que je veux transmettre, c'est un son d'un point A à un point B. Alors comment on fait par exemple, c'est une première possibilité. Donc un son, c'est une onde sonore qui vient frapper, ici on a un micro, donc la membrane du microphone, ici on a une bobine, bon tout ça on s'en moque un peu, donc ça c'est pas savoir, c'est pour expliquer. Donc les vibrations font bouger la membrane fait bouger la bobine, comme elle est soumise à un champ magnétique, eh bien ça crée un courant variable dans un fil de cuivre. Voilà. Et ce courant variable va dans un haut-parleur, et là on a le phénomène inverse qui se passe. Ce courant variable circule dans une bobine où il y a des aimants, et donc ça fait bouger les aimants. Cet aimant est fixé à une enceinte qui se met à vibrer, et un son est produit. D'accord ? Alors, c'est simplifié parce qu'en fait, il faut amplifier le courant, mais l'idée est là. Donc là, j'ai un point A où il y a un son, j'ai un point B où le son est reçu, et bien j'ai transmis une information, le son a été transmis. Donc voilà, grâce à ce dispositif. Alors on va faire une petite chaîne, la chaîne de transmission de l'information. Voilà, c'est surtout ça qu'on va regarder, qu'on va écrire. Alors, on part du son qui a été émis. Ce son rentre dans un microphone. Du courant circule dans un fil de cuivre. Ce courant rentre dans un haut-parleur. Et le haut-parleur produit un son. D'accord ? Donc voilà, on a une chaîne de transmission d'informations ici. D'accord ? Voilà pour le premier exemple. Alors, deuxième exemple, toujours le son. Alors le son donc rentre dans un microphone. Ce microphone donc engendre un courant variable, comme on vient de le voir. Mais dans le circuit, eh bien, on met une DEL. Bon, alors je simplifie, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on met une DEL, et donc la DEL, donc la diode, va créer de la lumière. Donc de la lumière, donc une onde lumineuse qui va avoir une certaine période, la même période que le courant. Alors voilà les DEL, j'ai mis des schémas de DEL, c'est comme ça. Alors ça peut être aussi dans l'infrarouge, donc la lumière émise n'est pas forcément vue. La DEL peut émettre dans l'infrarouge. Voilà, donc ensuite cette onde lumineuse va éclairer des fibres optiques. Voilà, donc voilà, on a plusieurs fibres optiques. Voilà, c'est transparent, c'est un cylindre très fin en plastique. Voilà. Et donc la lumière se propage donc dans la fibre optique. De l'autre côté de la fibre optique, on met un capteur de lumière, par exemple un phototransistor. Alors j'ai mis voilà, sa photo là. Alors le phototransistor, il ressemble dans son aspect à la DEL, d'accord ? Mais c'est différent. La DEL, elle émet de la lumière. Le phototransistor, lui, reçoit de la lumière. Donc il reçoit une onde lumineuse d'une certaine période, et il transforme cette onde lumineuse de période t en un courant de période t. D'accord ? Et ce courant donc va alimenter un haut-parleur, et le haut-parleur va mettre un son. Donc c'est une deuxième façon de transmettre l'information, mais là vous voyez on a utilisé de la lumière dans une fibre optique pour transmettre l'information. Alors oui, alors ce que j'ai mis là ici, alors les fibres optiques, on les utilise beaucoup maintenant, et elles sont voilà, quand
l'aspect, on les voit pas en fait, hein. Elles sont dans une gaine, voilà, protectrice, on les voit pas. Voilà, j'ai mis une petite illustration. Alors ensuite, autre exemple, eh bien, toujours pareil, le son, le microphone, mais donc dans le circuit électrique, hein, où le courant circule, eh bien on met ce qu'on appelle une antenne émettrice. Bon, alors là, je simplifie beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça que se font les émissions de radio, par exemple, hein. Il y a quelqu'un qui parle ici dans une radio, et donc le courant va dans l'antenne, et l'antenne émet une onde électromagnétique, hein, dans l'air, voilà, et les ondes électromagnétiques se propagent. Voilà, donc là on a une antenne émettrice. Voilà, donc on a une onde hertzienne, une onde électromagnétique hertzienne. Et eh bien, ensuite, chez vous, vous allumez un poste de radio, il y a une antenne. Cette antenne reçoit l'onde hertzienne. Voilà, on appelle ça une antenne réceptrice. Et dans la radio, il y a un circuit électrique qui convertit cette onde hertzienne en courant. Et le courant entre dans un haut-parleur qui lui-même émet un son. Voilà. Donc une autre façon d'émettre un son, mais cette fois-ci, on a utilisé donc une onde hertzienne, une onde électromagnétique. Donc à la différence de l'autre cas, la lumière c'est une onde électromagnétique. Donc déjà, c'est pas la même onde électromagnétique, hein. Dans le cas précédent, c'est de la lumière. Dans ce cas-là, c'est une onde hertzienne, mais il y a aussi une différence, c'est que dans le cas d'avant, l'onde est guidée dans la fibre optique, tandis que là, la propagation est libre, hein. L'onde hertzienne se propage dans toutes les directions. Alors, deux autres exemples, on va changer un petit peu du son. Alors la lumière qui éclaire un capteur CCD. Alors les capteurs CCD, c'est le capteur qu'il y a dans les caméras. Voilà, j'ai mis une image. Donc dans les caméras, il y a ce petit capteur, hein. Donc il y a une image qui se forme là-dessus. Et cette image donc est transformée en signaux électriques. Donc vous voyez, c'est complexe, hein. Il y a de l'informatique quand même derrière tout ça. Et ceci, on peut le brancher à un moniteur pour voir. Donc ici, donc fil électrique, je simplifie, je veux dire circuit électrique, hein, en quelque sorte, hein. Ce circuit électrique est branché à un moniteur qui montre l'image capturée. Voilà. Enfin, dernier exemple. Alors, j'ai pas pris la lumière, j'ai de l'air chaud. Cet air chaud, donc, il circule à côté d'une thermistance. Alors bon, j'ai mis le schéma après de la thermistance, hein. Ça ressemble à une résistance. Alors cette thermistance, elle est dans un circuit électrique, et l'air chaud, voilà, la température de l'air, la température de la thermistance, eh bien, fait varier le courant du circuit, hein. Il y a une relation entre la température de l'air et les caractéristiques de la thermistance, hein. Donc on a donc des fils électriques et un courant électrique qui est lié à la température de l'air. Et puis, donc, par un programme, eh bien, on peut afficher la température. D'accord? Et voilà, ça, c'est la thermistance. Donc, l'information que l'on a transmise, là, c'est la température de l'air chaud. Bon, alors, dans tous ces exemples, on peut regrouper, on peut faire trois groupes, hein, concernant les procédés de transmission de l'information. Eh bien, je crois que je l'ai mis après. Ça c'est le cours, donc je passe, voilà, je l'ai mis ici, hein. Ça c'est la conclusion, hein. Voilà la conclusion. Donc on peut distinguer trois groupes, hein, de procédés de transmission de l'information. Alors dans le premier exemple, on avait vu que on voulait transmettre, qu'est-ce qu'on voulait transmettre? C'est un son, hein, d'un point A à un point B. Eh bien on l'a fait via le courant électrique qui passait dans les fils entre le microphone et le haut-parleur. Donc c'est une onde électrique, hein, qui circule dans les fils électriques, donc par onde électrique. Dans le deuxième exemple, eh bien, on a transmis le son, hein, d'un point A à un point B, eh bien, en utilisant donc la lumière dans une fibre optique. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a une propagation par onde électromagnétique et il s'agit d'une propagation guidée. Et dans l'exemple 3, eh bien, on a transmis notre information par onde électromagnétique, une onde hertzienne,
et il s'agissait d'une propagation libre, puisque l'onde était émise par une antenne émettrice. Voilà, donc la transmission d'informations, donc voilà, peut être schématisée par, peut-être voilà, résumée par ces trois procédés. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de la leçon, la transmission des informations. Alors maintenant, le stockage, le stockage des informations, l'enregistrement d'un son, l'enregistrement d'une vidéo, voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est la grosse partie de la leçon. Mais avant de voir cette partie-là, juste une remarque sur la propagation guidée. Alors, quand une onde électromagnétique se propage dans une fibre optique, elle a une certaine puissance à l'entrée de la fibre optique. Et puis, donc, quand l'onde se propage, eh bien, il y a une atténuation. De la même façon que quand vous prenez une lampe de poche, vous éclairez la nuit le ciel, eh bien, la lumière s'atténue en fonction de la distance. Ou de la même façon, le son s'atténue en fonction de la distance. Et donc ça se calcule, on peut calculer l'atténuation d'une onde électromagnétique, ça se calcule, alors voilà, comme il y a deux formules, je vous en parle maintenant. Donc ces deux formules permettent de calculer l'atténuation d'une onde électromagnétique, par exemple dans une fibre optique. Alors A, ça veut dire atténuation, voilà. Et voilà la formule. Alors PE, c'est la puissance de l'onde électromagnétique à l'entrée de la fibre optique, par exemple. La fibre optique fait 15 km, on va dire. Et puis PS, c'est la puissance de l'onde électromagnétique à la sortie de la fibre optique. Voilà, donc c'est en watts, tout ça. Alors on peut mettre aussi, ça peut être l'énergie, le rapport de l'énergie d'entrée divisé par l'énergie de sortie, donc là, ça serait des joules. Voilà, et l'unité, donc c'est des décibels. L'unité de A, des décibels. Quand il y a un log, voilà. Souvent, c'est des décibels. Alors, une deuxième formule, c'est, alors on regarde un petit peu la formule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette valeur-là, l'atténuation, divisée par L. L, c'est par exemple la longueur de la fibre optique. C'est la distance parcourue par l'onde, entre l'entrée et la sortie. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des décibels par mètre. Donc c'est une atténuation donc, par unité de distance, on appelle ça l'atténuation linéique. Et l'unité, c'est des décibels par mètre. Alors, ce n'est pas des formules à savoir, voilà. Mais bon, comme il y a des exercices là-dessus, j'en parle. Bon, alors maintenant, on voit la partie stockage. Alors, dans les ordinateurs, ce qui est stocké, c'est un signal numérique, c'est pas un signal analogique. Alors, on va d'abord parler de ça, signal analogique, signal numérique. Alors, signal analogique, eh bien son nom indique ce que ça veut dire. Analogique, ça veut dire qui ressemble. Alors, par exemple, j'ai pris comme exemple, on a un corps dont la température varie comme ça, donc c'est-à-dire la température augmente, se stabilise, diminue, augmente un petit peu et puis diminue encore, d'accord, en fonction du temps. Alors, pour connaître la température d'un corps, on peut par exemple utiliser une thermistance que j'ai vue. Voilà, on fait un schéma et la tension de la thermistance, eh bien, va varier exactement, va avoir les mêmes variations que la température. Vous voyez, donc croissant, décroissant, croissant, exactement comme ici. Les variations sont les mêmes. Donc vous voyez, on a la tension est analogue à des variations analogues à quoi? À les mêmes variations. Et le signal est analogue, il se ressemble beaucoup. Voilà, donc là on dit que la tension, c'est un signal analogique. Alors surtout, ce qui le caractérise, c'est que, vous voyez, on a une infinité de valeurs de tension possibles, voilà, ici. Et donc quand on a une infinité de valeurs de tension possibles, une infinité de valeurs, eh bien on a affaire à un signal analogique. Donc un signal analogique possède une infinité de valeurs. Signal numérique maintenant. Alors, toujours le même exemple, j'ai la température d'un corps, et dans un signal numérique, eh bien on n'aura pas une infinité de valeurs. Voilà, donc ce qu'on observe là, on observe deux signaux numériques correspondant à la température. Alors, le premier signal numérique, c'est le niveau, on verra ce que c'est, qui est associé à cette température. Et là, c'est la tension qui est associée à la température. Alors, c'est la tension, donc là, fournie par un ordinateur. Si on mesure la tension avec un ordinateur, si on cherche la tension associée à la température
avec un ordinateur, voilà ce qu'on aura. Bon, c'est caricatural, hein, bien sûr, hein. Ça sera plus précis que ça, mais c'est l'idée. Et donc là, vous voyez, on n'a pas une infinité de valeurs, on a quelques valeurs. Voilà, donc c'est un signal qui varie de façon discrète, hein. Discrète, ça veut dire pas continue. Il ne possède pas une infinité de valeurs. Voilà, donc analogique, infinité de valeurs, numérique, pas une infinité de valeurs. Voilà. Alors, donc, maintenant, ce qu'on va essayer d'étudier, c'est comment enregistre-t-on un son. Voilà, on va fixer ça comme objectif. Alors, pour ça, il faut d'abord connaître un petit peu la numération binaire, les 0 et les 1. Alors, je vous en avais parlé au début de l'année, et je vous avais dit qu'on reverrait ça à la fin. Eh bien, voilà, c'est le moment. Alors, là, ce que je vais faire, c'est un peu des maths, entre guillemets. Je vais parler de la numération binaire, ce que c'est. Alors binaire, le mot quand on dit binaire, ça veut dire qu'il y a deux états possibles, deux valeurs possibles. Eh bien une numération binaire, c'est une numération dans laquelle il y a deux chiffres. Nous, on ne compte pas en numération binaire, on compte en numération décimale. Il y a 10 chiffres, hein, de 0 à 9. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est compter. Hein, on va compter, on va mettre les 20 premiers nombres, ou les 16 premiers nombres, je ne sais plus, en numération binaire, pour voir comment on écrit ça. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc c'est une numération qui possède seulement deux chiffres, le 0 et le 1. Très bien. Alors voilà, donc là je vais compter. Alors le premier, c'est 0. Ensuite c'est le 1. Alors si je veux continuer à compter, à mettre les nombres, j'ai mis tous mes chiffres. Donc maintenant il faut faire autrement. Alors quand on fait ça en numération décimale, eh bien on commence par mettre le 0, ensuite le 1 et on va jusqu'à 9. Et une fois qu'on a mis le 9, on n'a plus de chiffre, et bien qu'est-ce qu'on fait? On remet le premier chiffre, c'est-à-dire 0, et à côté on met celui qui vient après, c'est-à-dire 1. Et bien nous on fait pareil. Donc on met ça. Mais alors ça se dit pas 10, hein. On dit 1, 0. D'accord? Alors ensuite je mets 1, 1, hein. On ne dit pas 11, on met 1, 1. Et à nouveau, maintenant j'ai plus de chiffre. Hein. Voilà, je peux plus augmenter. Eh bien, c'est donc maintenant, ce que j'ai écrit là, c'est le nombre binaire à deux chiffres le plus grand possible. Alors, si on regarde en décimale, en numération décimale, comment on fait quand on écrit le nombre décimal à deux chiffres le plus grand possible, c'est-à-dire 99, bien, quand on écrit 99, après le 9, on met 0, le deuxième 9, 0, et ensuite on met un 1. Eh bien, nous, on fait pareil. Mais sauf que ça ne veut pas dire 100, c'est 1, 0, 0. Alors, je continue, donc ça va faire 1, 0, 1, celui d'après. Alors ensuite, bien ici, je vais mettre un 0, ici un 1, voilà, donc ça va faire 1, 1, 0. Voilà. Ensuite 1, 1, 1, voilà. Maintenant, ça c'est le nombre binaire à 3 chiffres le plus grand possible. Donc maintenant à 4 chiffres, c'est 1, 0, 0, 0. Voilà. Donc je continue un petit peu, hein. Je vais écrire 15, les 15 premiers je crois. Hein. Donc ensuite, je vais mettre un 1 ici. Ensuite ici 1 et 0. Voilà. 1, 1. Alors je l'écris ici, 1, 1. Ensuite ici, je vais écrire 1, 0, 0. Donc ça va faire 1, 1, 0, 0. Ensuite ici un 1. Ensuite 1, 0. Voilà. Et ensuite un 1 ici. Donc là, celui-là, c'est le nombre binaire à 4 chiffres le plus grand possible. Donc maintenant, 1, 0, 0. Voilà. Alors, je crois que je continue encore un petit peu, d'accord. Ok, donc un 1, ensuite un 0 ici, un 1, d'accord. Alors bon, après, voilà, j'ai arrêté. Voilà. Donc ensuite, alors j'en ai mis d'autres, hein. Il peut y avoir des nombres binaires avec je sais pas combien de chiffres, hein. Voilà, donc là, il y en a 8, là, il y en a encore 8, et là, j'en ai mis 24, je crois. Voilà. Bon, alors, un peu de vocabulaire, maintenant. Alors ça, alors ça s'appelle en français, on dit un chiffre, en anglais un binary digit, alors on dit un bit, d'accord, ça veut dire binary digit, voilà. Donc là j'ai un bit, donc là j'ai un nombre à 4 bits par exemple. Voilà, un nombre à 4 bits, là ça c'est un nombre à 8 bits, voilà, et ça c'est un nombre à 24 bits. Alors oui, donc quand on a 8 bits, quand on a 8 chiffres, eh bien ça fait un paquet de 8 et on dit un octet. Octet c'est synonyme de 8, d'accord. Donc là, soit on dit nombre binaire à 8 bits, soit on dit un octet. Okay. Donc ça, c'est un nombre binaire à 24 bits, mais on peut dire aussi 3 octets. 3 fois 8, 24. D'accord. C'est un nombre à 3 octets ou 24 bits.
Bon, quoi d'autre? Ah oui, alors ce que je vais faire maintenant, je vais écrire les nombres décimaux correspondants. Voilà, j'écris les nombres décimaux correspondants, c'est-à-dire que le nombre 8 en numération décimale correspond à 1, 0, 0, 0 en binaire. D'accord? Ça veut dire ça quand j'écris ça. Voilà. Voilà, donc celui-là, bon là vous me faites confiance, hein. Si on avait continué, ben, eh bien le 200, à 254, on aurait trouvé ça. D'accord? Voilà, si on avait continué, voilà, 16 millions, ben voilà, on aurait trouvé ça. Ok. Alors, voilà, ça c'est les nombres décimaux correspondants. Alors on va avoir besoin de ce que j'ai écrit ici. Donc je lis quantité n de nombres, quantité grand N de nombres possibles à n bits. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que combien de nombres, par exemple, hein, combien de nombres peut-on écrire avec un nombre ayant au plus 3 bits, par exemple, ou ayant au plus 6 bits, hein, enfin 6 chiffres. Alors par exemple, si je prends 3 bits, hein, combien de nombres binaires on peut écrire avec un nombre à au plus 3 bits? Voilà. Eh bien, ils sont ici. Hein, ils sont ici, vous voyez. Ici, il y a nombre binaire à 1 bit, à 2 bits, à 3 bits. Donc, au plus 3 bits, je peux écrire tout ça. Donc, je peux en écrire combien? Eh bien, 7 et comme il y a le 0, ça fait 8. Donc, je peux écrire 8 nombres avec un nombre binaire à 3 bits. Alors, à 4 bits, je peux en écrire combien? Donc, je regarde. Avec au plus 4 bits, eh bien, ça fait 15. Mais comme j'ai le 0, ça fait 16. Donc, je peux écrire 16 nombres avec 4 bits. Je peux écrire 16 nombres. Avec au plus 4 bits, je peux écrire 16 nombres. Donc, tout ça, on peut l'avoir avec une formule. C'est cette formule-là. Hein, 2 puissance n. Donc, on vérifie que ça marche. Donc, si j'ai un nombre, alors n, c'est le nombre de bits, hein, le nombre de chiffres. Hein. Si j'ai un nombre à 3 bits, eh bien ça fait 2 puissance 3. 2 puissance 3, et on avait dit 8. Hein, et 2 puissance 3, ça fait 8. Un nombre à 4 bits, eh bien ça va faire 2 puissance 4. 2 puissance 4, eh bien ça fait 16. D'accord, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, 15, voilà, puis le 0, ça fait 16. Voilà, et donc combien, eh bien à 8 bits, combien on peut écrire? Eh bien ça fait 2 puissance 8. Alors c'est bon, c'est important, bon, vous allez voir après pourquoi je l'ai mis en rouge, parce qu'on le retrouve souvent, ce 256, ce 2 puissance 8, on le retrouve souvent. Donc on peut écrire, il existe 256 nombres, on peut écrire 256 nombres. Donc voilà pour la numération binaire. Alors ce qu'on va expliquer maintenant, c'est les signaux numériques, la présence des signaux numériques dans les ordinateurs. Alors pour expliquer tout ça, il faut d'abord que j'explique donc la réalisation d'un générateur avec un ordinateur. Alors on va d'abord préciser les caractéristiques du générateur que l'on souhaite. Donc on souhaite, avec un ordinateur, on souhaite créer un générateur qui fournisse une tension comprise entre 0 et 4 volts. Hein. Par exemple 1,5 volts, 2,5 volts. Alors ce générateur ne pourra pas fournir 7 volts, parce que c'est supérieur à 4 volts, et il ne pourra pas fournir une tension négative de moins 3 volts. Hein. Toutes les tensions seront fournies par notre générateur seront comprises entre 0 et 4 volts. Alors comment on fait ça avec un ordinateur? Il faut utiliser ce qu'on appelle un convertisseur. Alors, donc c'est un dispositif, hein, je vais l'expliquer. Alors, le convertisseur est toujours associé à un certain nombre de bits. Hein. Il existe des convertisseurs 3 bits, 8 bits, 24 bits, etc. etc. Donc, voilà, donc je vais faire le schéma d'un convertisseur 3 bits. Voilà, c'est fait comme ça. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc ici, on a un circuit électrique bon, qui n'est pas très compliqué, mais je vais pas revenir dessus. Je ne vais pas l'expliquer, hein, ce n'est pas du tout l'objet du programme. Alors, ce convertisseur est soumis à deux potentiels, 0 volts, 4 volts. Bien, tout simplement, ça veut dire que la tension la plus basse sera de 0 volts et la tension la plus haute possible sera 4 volts. Ce ne sera pas 8 volts. D'accord ? Ça veut dire ça. Ensuite, il y a 3 fils qui vont rentrer dans ce circuit, parce qu'on a 3 bits. Hein. Si on avait un convertisseur 8 bits, eh bien, il y aurait 8 fils. Et là, on a un fil de sortie. Alors,
la tension de sortie va dépendre, alors dans les trois fils qui rentrent, on va avoir un courant ou pas de courant qui va circuler. Et la tension de sortie va dépendre du fait qu'il y ait un courant ou pas qui passe dans les fils. Alors, donc, pour chaque fil, il y a deux possibilités. Soit il y a un courant qui passe, soit il y a un courant qui passe pas. Si le courant qui passe pas, le courant est nul, on dit qu'on a un zéro binaire. Donc si I égale 0, dans le fil, on a ce qu'on appelle zéro binaire. S'il y a un courant qui est différent de 0, quelle que soit sa valeur, eh bien, dans le fil, il y aura un binaire. Alors, donc comment fonctionne le convertisseur de la façon suivante? Eh bien, par exemple, si on fait circuler aucun courant dans chaque fil, dans ce cas-là, on va avoir la combinaison 0, 0, 0, pas de courant, pas de courant, pas de courant, et bien ça c'est assez logique, la tension de sortie sera nulle, d'accord, 0 volts. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre pas de courant ici, et un courant ici, donc ça va faire 0, 0, 1. Voilà. Et donc là, il va y avoir une tension un petit peu supérieure à 0 volts, une petite tension de 0,5 volts. Alors ça, vous l'admettez pour l'instant, on va l'expliquer. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre toutes les combinaisons. Donc là, je vois qu'on a un nombre à 3 bits. Je vais mettre toutes les combinaisons possibles. Donc, on va faire un tableau pour mettre toutes les valeurs. Donc là, je vais mettre les nombres binaires à 3 bits. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alors, je les mets dans l'ordre. Alors ensuite, on va voir 0, 1, 0, 0, 1, 1. Voilà, bon, etc., etc. D'accord. Donc voilà, là, j'ai mis toutes les combinaisons possibles. Voilà, je ne peux pas en mettre plus à 3 bits. Je vais mettre les nombres décimaux correspondants, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça on l'a vu juste avant. Et puis je mets les tensions obtenues, tension de sortie, donc ici on a 0, et puis pour cette combinaison-là, on a 0,5. Voilà. Et donc je continue. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nombre binaire 0, 1, 0. 0, 1, 0. Voilà. Et donc du coup, on va voir 1 volt. Alors, vous voyez, on fait un saut de 0,5. Alors, ça, vous l'admettez ce que je dis, le convertisseur, le circuit ici, est tel que, en fait, la tension, donc la tension entre la tension mini et la tension maxi, c'est-à-dire les 4 volts, est répartie régulièrement entre toutes ces tensions possibles. On va voir 8 tensions possibles. Eh bien, ces 4 volts sont répartis régulièrement. C'est comme ça que fonctionne un convertisseur, dans son circuit. C'est ça l'idée, si vous voulez. Donc après, eh bien, donc ici je mets 1 volt. Donc on voit qu'on fait un saut de 1,5 volts. Donc la combinaison d'après, ça sera 0, 1, 1. 0, 1, 1. Et donc on va avoir 1,5 volts. D'accord, bon, etc., etc. Alors maintenant, comment retrouver ce saut? Vous voyez cet écart, l'écart entre deux tensions est de 0,5 volts. Bon, ben, c'est assez simple. Donc si on connaît le principe de fonctionnement d'un convertisseur, donc je le répète, il répartit régulièrement la tension correspondant à sa plage de mesure, ici c'est 4 volts, sur toutes les tensions possibles. Il y a 8 tensions possibles. Donc on a 4 volts, 8 tensions possibles. Donc l'écart entre deux tensions, si c'est réparti régulièrement, ben, c'est 4 divisé par 8, ça fait 0,5. D'accord ? Et cet écart porte un nom, il est important parce que c'est une caractéristique du convertisseur. On appelle ça P, le pas, on le note P, et ça se dit le pas du convertisseur. Et donc pour le calculer, c'est assez simple. Eh bien, on prend la plage de mesure, donc l'écart entre la tension la plus petite possible et la plus grande possible, divisé par le nombre de tensions possibles. C'est ce que j'ai écrit ici. P, c'est le pas, la plage de mesure, c'est les 4 volts, divisé par le nombre de tensions différentes possibles. Donc là, on en a 8. D'accord ? Alors, le nombre de tensions différentes possibles, donc là, on a écrit toutes les combinaisons, mais si on a un nombre à, je sais pas moi, 10 bits, on ne va pas écrire toutes les combinaisons. Donc, on a vu que le nombre total la quantité de nombre d'un nombre à n bits qu'on pouvait écrire, c'était 2 puissance n. Donc pour un nombre à 3 bits, on peut écrire combien de nombres à 3 bits, au plus 3 bits, eh bien c'était 2 puissance 3, et 2 puissance 3 ça fait 8. Donc ici, au dénominateur, je peux mettre 2 puissance n. Donc voilà, donc cette plage est importante, cet écart est important, parce que c'est une caractéristique du générateur que l'on a construit, en quelque sorte. Alors,
ce convertisseur, ce générateur, il a un défaut, c'est que, bon, si je veux 1,5 volts, pas de problème, mais si je veux, par exemple, 0,8 volts, je ne l'ai pas là, 0,8 volts, je ne peux pas l'avoir si j'ai besoin de 0,8 volts, ou si j'ai besoin de 2,7 volts, je ne l'ai pas non plus. Euh, donc, eh bien, on va améliorer ce convertisseur de telle sorte que l'écart soit plus petit, hein, qu'on ait quelque chose de plus fin. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut changer, il faut prendre un convertisseur avec plus de bits, hein, plus de fils. Alors simplement, avant de faire ça, juste une petite remarque, on va écrire la formule qui donne la relation entre la tension de sortie et les nombres binaires, hein, une formule. Alors c'est plutôt une formule entre la tension de sortie et les nombres décimaux, là, hein, puisque à chaque nombre décimal correspond un nombre binaire, hein. Donc je vais mettre la formule entre les deux. Alors ça, on appelle ça le niveau. Ça s'appelle le niveau. Et la formule, donc la tension de sortie, c'est US. Et bien, on voit que US, c'est la moitié de c'est 0,5 fois le niveau, 0,5 fois A. Voilà, c'est juste une petite remarque. Alors maintenant, convertisseur 8 bits. Alors on fait le schéma du convertisseur 8 bits. Donc on a le convertisseur est soumis à deux potentiels, 0 volts, 4 volts. Donc ça c'est la plage de mesure. Et on a 8 fils. Donc en mettant 8 fils, on comprend bien que le nombre de combinaisons est beaucoup plus important. On commence par 0, 0, voilà, 0 partout, ensuite on met un 1, et donc on a un nombre de combinaisons. Donc on va avoir un tableau beaucoup plus grand ici, hein. Il va y avoir beaucoup plus de tensions. Alors combien de tensions possibles? Eh bien on utilise la formule, c'est 2 puissance 8. Hein. Alors 2 puissance 8, on avait vu que ça faisait 256. Donc si on veut calculer donc, notre nouvel écart, hein, notre nouveau pas, eh bien ça va être 4 volts divisé par 256, hein, ou 4 volts divisé par 2 puissance 8, hein, voilà. Donc, alors 4 volts divisé par 2 puissance 8, eh bien, ça fait 4 sur 256, et ça fait un pas de 0,016. Voilà. Donc on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc on a un générateur qui va nous donner beaucoup de tension, entre 0 et 4 volts, hein, voilà. Il va donner 256 tensions. Voilà. Tandis que celui-là, on donne simplement 8. Donc on a un pas, on a un écart entre deux tensions qui est beaucoup plus faible, et un meilleur générateur, hein, qui est plus fin. Voilà pour les générateurs. Alors on passe à la suite. Bon, alors maintenant, une fois qu'on sait faire un générateur avec un ordinateur, eh bien, on va pouvoir enregistrer, par exemple, un son. Alors, donc, bon, c'est ça le programme, c'est ça qu'on vous demande, hein, vraiment, de comprendre la conversion, l'enregistrement d'un son. Alors, pour enregistrer un son, il faut faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique. Alors, pourquoi? Eh bien, quand on enregistre un son avec un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On prend un microphone, on le branche à l'ordinateur, et puis on parle. Ou, par exemple, ici, on émet un son pur, on siffle, par exemple, hein. Et si on siffle, eh bien, au bord du microphone, eh bien, on a une tension analogique comme ceci. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est marqué analogique. Donc nous, ce qu'on veut convertir, c'est la tension du microphone qui donne une tension analogique à une tension dans l'ordinateur qui, elle, sera numérique. D'accord? C'est ça qu'on veut faire. Et c'est pour ça que c'est analogique numérique. Alors CAN, hein, parce qu'il y a un C, A et N. D'accord? Eh bien, pour ça, eh bien, on va utiliser on va créer une tension avec l'ordinateur, comme je l'ai expliqué précédemment, en utilisant un convertisseur. Alors moi j'ai pris, dans les exemples que j'ai pris avant, j'ai pris 3 bits et 8 bits, et bien là je prends 6 bits. Donc on va créer une tension avec un ordinateur. Voilà, une tension, donc là un convertisseur 6 bits. Alors j'ai rajouté ça, deux périodes d'échantillonnage 1 milliseconde. Alors voilà l'idée la suivante, c'est que l'ordinateur, eh bien toutes les millisecondes, là, dans l'exemple que j'ai pris, donc ici par exemple, ici on a 5 millisecondes, hein, ici on a 10 millisecondes, eh bien toutes les millisecondes, eh bien l'ordinateur va créer une tension, comme on l'a vu précédemment avec le convertisseur. Eh bien il va créer une tension, eh bien, la plus proche possible de la tension analogique. Hein, c'est-à-dire qu'à 1 milliseconde, il va créer à peu près une tension de à peu près 0,4 volts. Voilà. À cette date-là, à 25 millisecondes, eh bien, il va créer,
l'ordinateur va créer une tension de 1,5 volts. Alors, à peu près 1,5 volts, parce que l'ordinateur ne peut pas créer n'importe quelle tension. Il y a un nombre fini il peut créer un certain nombre de tensions, mais pas une infinité. Voilà. Alors voilà ce que veut dire ce 1 milliseconde. Donc, du coup, alors, donc j'ai dit à 25 millisecondes, l'ordinateur crée une tension de environ 1,5. Alors, ce qu'on va chercher à savoir, c'est, dans un premier temps, notre générateur 6 bits, combien de tensions peut-il créer, hein, voilà. Donc il faut faire le même calcul que précédemment. Eh bien, il peut créer un certain nombre de tensions, c'est 2 puissance n, 2 puissance 6, donc il peut créer 64 tensions possibles. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc il va y avoir 64 tensions possibles ici. Voilà. Donc, au bout d'une milliseconde, le générateur, l'ordinateur crée une tension la plus proche possible de cette tension-là. Donc ça va être une des 64 possibles. Ensuite, à 2 millisecondes, donc il attend. 1 milliseconde après, il recrée une tension la plus proche possible, à peu près de 1,5 secondes. Ça sera une des 64 possibles, etc. etc. Donc, quand la numéralisation est faite, voilà ce que l'on obtient comme courbe. Donc, on voit des points, hein, donc c'est un signal numérique, et ces points ont lieu toutes les millisecondes. Hein. Vous voyez, ici, on a 5 millisecondes. On a 1, 2, 3, 4, 5. Hein, 5 mesures. Hein, 5 mesures en 5 millisecondes. Donc, toutes les millisecondes, l'ordinateur fait une mesure, ou il crée une tension, hein, c'est pareil. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le niveau, hein, c'est le nombre décimal correspondant, hein, au nombre binaire à 6 bits. Et on a les tensions en volts correspondants. Voilà. Donc, voilà comment fait l'ordinateur. Alors, sur l'écran d'un ordinateur, c'est pas ça qu'on voit. Hein. Ça dépend des ordinateurs. Il y a 2 courbes possibles. L'écart ici, je l'ai dit, donc c'est la période d'échantillonnage, c'est 1 milliseconde. Alors, la période d'échantillonnage, cette durée-là, hein, le temps qui s'écoule entre 2 mesures, entre 2 réalisations de tension, ça s'appelle période d'échantillonnage, donc ça s'appelle TE. Alors, comme on a le mot période, on a le mot fréquence d'échantillonnage, hein, de F égale 1 sur T. Donc, on peut calculer la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage du convertisseur, ça va être combien? Eh bien, 1 milliseconde, ça fait 10 puissance moins 3 secondes. Et 1 sur 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 3, ça fait 1000. Donc, la fréquence d'échantillonnage est de 1000 Hz. Donc, il est analogue de dire convertisseur 6 bits avec une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz que convertisseur 6 bits de période d'échantillonnage 1 milliseconde. Hein. C'est analogue tout ça. Alors, l'aspect de la courbe, voilà, selon les ordinateurs, il est comme ça, donc des paliers hein, sont tracés, des paliers horizontaux sont tracés entre 2 points, ça c'est une première façon, où l'ordinateur joint les points, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Alors, si l'ordinateur fait ça, eh bien, c'est pas très joli. Donc, on va voir ensuite comment améliorer l'aspect de la courbe, parce que cette courbe en escalier, bon, ça ressemble à ça, mais c'est quand même embêtant. Ces escaliers sont embêtants quand même. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va voir la chose suivante. Ici, vous voyez, on peut dire à peu près, oui, on a 55 ici. Hein, 55, là, le nombre décimal, c'est 55, et là, c'est 56. Donc, en fait, ici, entre les deux, on a l'écart en tension le plus petit possible. Hein, donc, on va calculer cet écart en tension. Hein, on va calculer le pas. Eh bien, donc, la plage de mesure, c'est de moins 2 volts à plus 2 volts, ça fait 4 volts. 4 volts divisé par le nombre de tensions possibles. 4 volts divisé par 64, alors je crois que je l'ai écrit. Voilà, 4 divisé par, voilà. Donc 4 divisé par 64, donc 2 puissance 6, hein, ça fait 0,06 volts. Hein, donc le pas est de 0,06 volts. Hein, l'écart le plus petit, voilà, c'est 0,06 volts. Alors, je reviens maintenant, et je finirai le cours avec ça. Ce qui se passe, c'est que cette tension, voilà, ce signal n'est pas très joli, hein, cette courbe en escalier, bon, voilà, ça ressemble pas parfaitement à ça.
Alors comment améliorer ce signal, cette courbe rouge là, pour que ça ressemble le plus possible au signal analogique? Ben, ce qu'il faut, c'est diminuer les paliers horizontaux et diminuer les paliers la marge verticale. Hein, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faudra avoir des marches microscopiques. Donc l'idée est la suivante. Ce qu'il faut faire, c'est, si on veut diminuer les paliers horizontaux, hein, si on veut diminuer le palier horizontal qui est ici, ben, il faut faire plus de mesures. Hein. Donc si on fait plus de mesures, on aura un palier plus petit. Et pour diminuer la hauteur de la marche, eh bien, il faut diminuer le pas. Et pour diminuer le pas, il faut augmenter le nombre de bits du convertisseur. Donc, si on veut avoir une courbe numérique, un signal numérique qui ressemble vraiment au signal analogique, ben, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le nombre de bits du convertisseur et faire plus de mesures, c'est donc diminuer la période d'échantillonnage. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une mesure toutes les millisecondes, on fait une mesure toutes les 0,2 millisecondes, par exemple. D'accord ? Alors on peut dire aussi augmenter la fréquence d'échantillonnage. Alors, je l'ai fait, hein, donc je vais vous montrer donc, le résultat de la courbe avec un convertisseur 10 bits et une fréquence d'échantillonnage donc là on a une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz, et donc j'ai pris 4000 Hz, je crois, j'ai multiplié par 4, hein, je regarde, ouais, c'est ça. Donc convertisseur 10 bits et fréquence d'échantillonnage de 4000 Hz. Donc vous voyez, les points sont beaucoup plus resserrés, voilà, donc c'est nettement mieux. Alors après, on aura toujours ces petites marges. Alors sachez que dans les ordinateurs, hein, qu'on utilise, les convertisseurs sont de 24 bits, voilà, et les fréquences d'échantillonnage peuvent être de 40 000 Hz par exemple. D'accord ? Donc du coup, on a des marches microscopiques et on a l'impression de voir un signal analogique, bon, alors qu'en réalité c'est un signal numérique. Hein. Mais l'aspect, si vous voulez, ressemble à un signal analogique. Voilà. Voilà pour cette leçon.